je me présente justement chez mes premiers investisseurs, ceux qui ont embarqué, là, Gino, Martin Savard, là, des gens super connus dans le domaine au Québec. Puis là, je leur fais une présentation, puis la première chose qu'ils me disent, c'est « Ah, c'est super intéressant, mais tu devrais t'engager une adjointe comme tout le monde, puis juste rouler ta business. » Là, je fais comme « Ah, OK, c'est pas le genre de réponse que nous, on aime. » Fait qu'on s'est repointé une semaine plus tard, puis pas de rendez-vous, là, contourne l'adjointe, le gatekeeper, on passe à côté. On va dans son bureau, on dit « Garde, on y refait notre pitch. » avec d'autres arguments parce que là, ça nous était trotté un peu dans la tête de savoir vraiment qu'est-ce que nous, on recherche. Puis on lui a dit, garde, écoute, si c'est pas ça, nous autres, on s'en va. Fait qu'il a fait genre, oh, OK. Fait que là, il a écouté un petit peu plus, ça a fait venir son frère, puis ils ont décidé d'embarquer dans le business. Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 40e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à notre podcast sur iTunes ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matins. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant près de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois, J7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous êtes un commerce en ligne et que vous désirez passer de croissance à hypercroissance, rendez-vous au www.j7media.com et demandez à parler avec un de nos conseillers. En l'espace de quelques jours seulement, notre équipe saura vous bâtir un plan de match afin de faire grandir votre entreprise. En 2018, plus de 50% des 254 milliards de dollars qui ont été investis en capital de risque a été alloué à des entreprises FinTech. L'évolution impressionnante qui survient dans l'environnement financier et transactionnel a donné place à un segment de marché émergent qui plaît grandement aux investisseurs externes. Personnellement, c'est un secteur qui me passionne énormément et j'avais envie d'en apprendre davantage sur le sujet. J'ai donc décidé d'inviter un bon ami à moi, Félix Deschâtelet, président et cofondateur de la FinTech Emma. L'entreprise qui offre la chance d'acheter une assurance vie en ligne beaucoup plus rapidement et facilement a connu une croissance de près de 500% pendant le COVID. On parle donc aujourd'hui de levée de fonds, régulation, stratégie d'acquisition et plusieurs autres thèmes reliés au FinTech. Sans plus attendre, ma discussion avec Félix Deschâtelet. Félix Deschâtelet, tu es président et cofondateur de l'entreprise Emma, une FinTech fondée en 2017 qui offre la possibilité à monsieur et madame tout le monde d'acheter une assurance vie en ligne en clavardant seulement avec un agent. Tu as également fondé et dirigé de 2015 à 2020 le cabinet en planification financière N15 qui a été acquis tout récemment. Félix Deschâtelet, merci beaucoup d'être sur le podcast aujourd'hui. Yes, merci de me recevoir. Félix, avant qu'on discute davantage du volet FinTech et AssureTech, est-ce que tu pourrais nous dire un peu aujourd'hui puis nous donner davantage de contexte sur tes dernières années en affaires? Parce que, comme je le disais un petit peu plus tôt, tu as eu un cabinet en planification financière N15. Tranquillement, tu as pivoté pour créer une entreprise qui est un produit maintenant qui s'appelle Emma. Mais j'imagine que tu as sûrement été capable d'utiliser l'expérience, les connaissances de N15 pour éventuellement lancer et fonder Emma. Non, écoute, 100%. Puis je pense que si on veut faire la bonne ligne du temps pour revenir plus en arrière, là, moi, mon père est directeur dans le domaine. Fait que, je veux dire, il était directeur pour Industrie Alliance. Il a coaché des agents, il a aidé à se monter des clientèles, à assurer plein de familles. Là, lui, c'est pour l'Abitibi-Témiscamingue. Fait que quand j'étais plus jeune, 12-14 ans, il nous envoyait faire du porte-à-porte pour ce qu'on appelle faire des consentements à auto-habitation. Fait que là, on cognait aux portes des gens. Puis là, on leur demandait, es-tu intéressé à parler d'assurance vie, auto-habitation? Qu'est-ce que tu veux? On remplissait une fiche. Puis ils nous payaient 10 $ la fiche. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que là, première initiation dans, on dit, le monde des affaires, parce que, s'entend ça, j'avais pas d'horaire. Plus j'en faisais, plus j'avais d'argent de poche. Puis avec ça, je suis capable de m'acheter les choses que je voulais. Fait que là, je sors de la petite bille à 17 ans, s'en va au cégep, université, études en finance. Me rends compte que finalement, la carrière, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Fait que je deviens planificateur financier. Sauf que, j'avais tout le temps mon cœur là, qui était sur le web, puis la techno, puis ça me parlait beaucoup. Puis c'est une carrière qui est pas la plus techno, là. Je veux dire, c'est encore papier, crayon. Il y a même certaines compagnies qui ont encore des papiers carbone. Hein, c'est juste les 3 feuilles, 3 copies, là, c'est quelque chose. Hein. Fait que là, ça, c'était quand même particulier de me dire, j'aime la techno, mais je m'en vais dans ce domaine-là. Fait que là, ce qu'on a décidé de faire, c'est j'ai une conversation avec mon père, puis il me dit, regarde, tu veux aller en techno, faut que tu ailles dans une industrie qui est résistante au changement. Ça en est une. Fait que lance-toi comme courtier, porte-toi ta firme le plus scrappy possible. Tu vas les vivre, les pains.
Puis quand tu vas en avoir un qui est assez grand, ben innove autour de ça, puis il fait un business. Ah. Fait qu'N15 a été lancé un peu dans cet objectif-là. Tu sais, ça a été, bon, ben, oui, je vais être planif, on avait des clients, tu sais, j'étais rendu à 800 clients, là, au bout de 5-6 ans avec N15. Mais ça a toujours été un peu de garder en tête, là, qu'est-ce qui pourrait être une business techno, une fintech, comment que je pourrais attacher toutes ces ficelles-là ensemble. C'est là que, à un moment donné, genre, en lisant la loi sur la distribution des produits financiers, on s'entend, c'est pas la lecture la plus passionnante pour le commun des mortels, mais quand t'es entrepreneur, tu cherches un peu ta niche, ça peut être bien intéressant. Fait que moi, j'étais tout le temps sur ma table de chevet avec un marqueur puis un stylo pour prendre des notes. Fait que tu avais ma conjointe qui était, écoute, ferme ta lumière, on s'en fout de ta loi, là. Laisse-moi, à un moment donné, ça m'a flashé, pas capable de dormir de la nuit. Je le vois, tu sais, pour moi, c'était rendu clair, là, tel article avec tel article. Je le fais comme ça, je plug tel type de techno, puis on va être en mesure d'en faire une fintech, puis de faire la distribution en ligne dans un contexte qui est légal. Parce que vu qu'on est ultra réglementé, il y a des étapes à respecter, fait qu'on peut pas le faire n'importe comment. Puis une particularité au Canada qui est, faut qu'il y ait un agent d'impliqué dans la transaction. Mais comment qu'on intègre cet agent-là pour aller chercher justement des économies d'échelle, des gains avec la techno qui fait qu'on a une business qui est plus lean, plus simple à gérer. Ben, c'est là que la techno nous a beaucoup aidé. Fait que quand ça a flashé, je me présente justement chez mes premiers investisseurs, ceux qui ont embarqué, là, Gino, Martin Savard, là, des gens super connus dans le domaine au Québec. Puis là, je leur fais une présentation, puis la première chose qu'ils me disent, c'est « Ah, c'est super intéressant, mais tu devrais t'engager une adjointe comme tout le monde, puis juste rouler ta business. » Là, je fais comme « Ah, OK, c'est pas le genre de réponse que nous, on aime. » Fait qu'on s'est repointé une semaine plus tard, puis pas de rendez-vous, là, contourne l'adjointe, le gatekeeper, on passe à côté. On le voit dans son bureau, on dit « Garde, on y refait notre pitch. » avec d'autres arguments, parce que là, ça nous était trotté un peu dans la tête de savoir vraiment qu'est-ce que nous, on recherche. Puis on lui a dit, garde, écoute, si c'est pas ça, nous autres, on s'en va. Fait qu'il a fait genre, oh, OK. Fait que là, il a écouté un petit peu plus, il a fait venir son frère, puis ils ont décidé d'embarquer dans le business. Fait que là, ben, Emma, bon, on a monté la techno, lance tout ça, pour finalement, être aujourd'hui, on a une AssureTech, on assure des centaines de personnes par mois, puis on est en mesure d'aider les gens avec la techno, mais ça a été toute une aventure là, de se rendre là, étant donné justement le cadre réglementaire. Là, on fait des petits pas. Pour nous, c'est des pas de géant, mais quand on regarde ça d'un œil du consommateur, d'un formulaire en ligne pour analyser ton besoin d'assurance, ça a l'air un peu basique, puis ça l'était pour nous, mais pour l'industrie, c'était quelque chose. Là. Un gros game changer. Puis c'est intéressant, tu disais, puis si je reviens un petit peu, là, on parle de N15, l'entreprise que tu as fondée au départ. Tu as quand même dit que tu étais rendu à 5, 6, 7, 800 clients. Bref, un portfolio bien garni. Parle-moi donc un petit peu comment tu as fait cette acquisition de clientèle-là, parce que, bon, tu avais, de ce que je comprends, une certaine expérience de porte-à-porte en Abitibi avec ton père. Est-ce que c'est quelque chose que tu as amené également avec ton cabinet-là? Est-ce que tu étais tout le temps au téléphone en train d'essayer de faire de l'acquisition de clientèle? Comment ça se déroulait tout ça? C'est sûr que moi, ce que le porte-à-porte et le téléphone m'a appris, c'est que je déteste ça. Tu sais, je veux dire, je suis capable de le faire pour ma business, mais j'ai ça pour mourir. En plus, je suis relativement bon, je pense, pour le faire. Mais c'est pas quelque chose que j'aime. Puis mon père, on est dans un stage qu'il m'avait donné, il m'avait tout le temps dit, bon, ben garde, voici ton objectif, voici comme une liste de clients, d'amis qu'on avait comme triés ensemble pour dire, bon, ben ça, c'est des opportunités intéressantes. Il m'a dit, si tu passes à la fin de cette liste-là, tu n'as pas demandé des références, ben t'as un bottin téléphonique, fait qu'have fun. Fait que là, t'es comme moi, OK, j'ai pas vraiment envie d'aller au bottin téléphonique. Fait qu'au début, ça s'est beaucoup passé avec, bon, ben, tu startes avec ton réseau, les gens qui connaissent, que tu rencontres à l'université, qui sont un petit peu plus vieux que toi, avec le sport. Je fais beaucoup de sport. Fait que ça l'aidait à avoir quand même un bon réseau. Fait que là, je commence avec eux, demande des références, mais ça allait pas nécessairement à la vitesse que je voulais. Puis là, je voulais recruter aussi des nouveaux planificateurs financiers dans le cabinet. Puis à la fin, on était 4, là. Mais fait qu'il fallait que je trouve un moyen de les alimenter. Fait que c'est là que j'ai commencé à m'emmener, je regardais mon agenda, il est vide pendant comme 2-3 semaines, suivant la journée où je marche dans le corridor, puis là, je fais des allers-retours non-stop dans le corridor à dire qu'est-ce que je fais. C'est pas vrai, je suis pas rendu au bottin téléphonique, là, ça me tente pas pantoute, là. J'ai ça, fait que overnight, j'ai écrit un livre qui s'appelle Comment investir dans un REER en 2017 ou 2016, là, je me rappelle plus. Puis je me suis dit, bon, ben, ça va être mon lead magnet, là. Ceux qui connaissent un peu le marketing, bon, je crée mon lead magnet, je mets ça en ligne. Puis les gens, pour avoir accès au livre, c'est courriel, téléphone. On jase avec eux de REER, puis ils reçoivent le livre, puis si ça leur tente d'investir de l'argent avec moi, ben, on commence une première rencontre de planification financière, puis là, ben, and so on. Puis ça m'a aidé à monter comme de 250 clients d'environ là, 18 mois, là.
Fait que ça l'a beaucoup aidé à scaler la business. Puis je m'en fais encore parler aujourd'hui. Là. Il y a des gens, la fois que je rencontre, qui disent Hey, t'as pas écrit un livre sur les REER? Puis je suis comme Ouais, c'est vrai. J'ai écrit ça, mais c'était comme un booklet, là, genre 15-20 pages, avec bien des images pour rendre ça un petit peu plus imagé, mais ouais, c'est un peu comme ça que la clientèle s'est montée, là. Fait que la publicité Facebook, la première fois que j'ai touché à ça, c'était à ce moment-là. Puis ça a jamais vraiment lâché, là. Je pense qu'à la base, je suis plus un gars de marketing qu'un gars de finance. Mais j'aime vraiment comme le marketing, on va dire, le tactique, stratégique, où ce que l'on regarde les chiffres, j'essaie de l'optimiser, utiliser les données pour réduire les coûts le plus possible, mettre en place des systèmes automatisés. Là, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup, là. Intéressant. Puis là, on parle par la suite après N15, on va dire, tu as créé MO, du moins parallèlement, ça s'est fait Ouais, les deux ensemble. Je pense que tu as continué ta profession de planificateur financier pendant que tu créais ta startup. Moi, j'aimerais ça, là, juste avant qu'on rentre dans les questions un petit peu plus spécifiques sur Emma, sur l'industrie de la fintech, sur le déploiement d'une entreprise comme celle que tu es en train de bâtir. Peux-tu nous expliquer brièvement la distinction entre moi, présentement, j'ai besoin d'une assurance vie, puis je le fais de l'ancienne manière, donc de la manière, on va dire, traditionnelle, qui a toujours été faite, et présentement, j'ai besoin d'une assurance vie et je fais affaire avec Emma juste pour bien situer la clientèle parce que par la suite, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Ben, regarde, mettons qu'on prend la méthode, on va dire, traditionnelle, comme je faisais, il pas si longtemps que ça, là. Ouais. C'est bon, il y a quelqu'un qui va, soit tu vas arriver sur le site Internet de la personne, tu vas faire une approche, ou il y a quelqu'un qui va carrément te cold caller, t'envoyer un email, puis là, tu dis, bon, ben, parfait, je book un premier rendez-vous. Souvent, ce rendez-vous-là, va se faire en personne ou par téléphone, puis le but, c'est un peu de qualifier les besoins de la personne. C'est, est-ce que ça vaut vraiment la peine que les deux, on investisse du temps, pour analyser ta situation, savoir est-ce que tu as un besoin d'assurance ou pas, ou comment je peux t'aider. Donc, la première rencontre est exploratoire, elle va durer peut-être environ 1 heure. Par la suite, ben là, on va booker un deuxième meeting, parce que là, on va tomber dans le vif du sujet, on va dire d'acheter une assurance. Donc, on va regarder les différentes compagnies, en mode courtier, là, du moins. Là. On va regarder les différentes compagnies, qu'est-ce qu'il y a d'adapté à toi, c'est quoi tes objectifs futurs, parce que les produits, ils ont tous comme des transformations à l'intérieur. Donc, comme selon tes objectifs de vie, ben il y a des produits qui vont être plus adaptés ou pas. Puis une fois que ça c'est fait, ben là on fait soit dans la même rencontre qui là ça va durer peut-être 2 heures, le questionnaire médical là, pour répondre à la demande d'assurance. Fait que là, ben, je te pose 75 questions sur ta santé, je te demande la couleur de tes bobettes, n'importe, je vais tout savoir sur toi. Puis une fois que ça c'est fait, ben là on envoie ça à la compagnie, puis là on attend. Si ça va bien, 2 semaines, mais la moyenne est comme 4 à 6 semaines avant d'avoir une réponse à savoir si tu es assuré ou non. Fait que là, rendu là, ben, est-ce qu'il va y avoir d'autres demandes? La majorité du temps, ça va être oui. Fait que là, ils vont te demander test d'urine, ils vont envoyer une infirmière pour bilan sanguin, prendre ton poids, prendre ta tension, name it, là, ce que la compagnie va demander. Puis, dépendamment des montants, ben là, ils peuvent demander électrocardiogramme, puis plein d'autres choses. Fait que ça fait que c'est un processus qui est relativement complexe. Ça prend 4 à 6 semaines avant d'avoir une réponse. Fait que tu sais, c'est rare que dans la vie, tu achètes un produit, ça prend dans le monde où on vit qu'il y a Amazon Prime puis de 148 heures, là, c'est rare que tu attends 4 à 6 semaines avant d'avoir un produit. Puis en plus, c'est un produit qui est intangible, que tu l'as même pas acheté pour toi, tu l'as acheté pour ta prochaine génération. Ouais. C'est un peu une expérience qui est brisée. Tu sais, les problèmes, on les voit à plusieurs niveaux. Si tu mets ça en parallèle avec Emma, ben, tu as vu une publicité sur Facebook, Instagram, ton influenceur préféré, il en a parlé, tu s'en vas sur le site, tu réponds à notre questionnaire qui est à peu près là, une dizaine de questions pour savoir est-ce que tu as un besoin d'assurance ou non. Fait que là, on va te le dire. Fait que là, si tu n'as jamais acheté d'assurance, tu as des enfants, une maison, possiblement que tu as un besoin d'assurance, là, on va te dire combien ça peut coûter. Et es-tu prêt à aller l'acheter? Fait que si c'est le cas, tu t'en vas dans le clavardage avec un de nos agents. Puis là, on va te guider, on va répondre à toutes tes questions, on va te guider à travers la demande d'assurance. Puis ce que nous, on a fait, c'est qu'on a négocié avec un assureur québécois, puis un gros réassureur dans le monde, là, le plus gros réassureur qui s'appelle Munich Re, pour qu'il n'y ait pas de bilan sanguin, pas de test médical, pas de vérification outre mesure, puis que le contrat soit émis instantanément. Fait qu'il n'y en a pas d'attente. Fait qu'à la fin, si t'es admissible, puis la majorité des gens le sont, ça prend grosso modo, là, on l'a timé. Là. Il y en a qui l'ont fait autour de 10 minutes, là, mais ça a été des Speedy Gonzalez. Là. Donc, Félix, on voit que vous avez été capable d'entourer un enjeu qui était le temps, l'expérience client, c'est-à-dire que avoir une assurance vie, ça prend 1 mois et demi de l'avoir, c'est pas tellement intéressant. Vous avez été capable de faire ça, comme tu disais, il y en a que tu les appelles les Speedy Gonzalez là, en une dizaine de minutes. Mais là, maintenant, tu as sensiblement une technologie, un produit qui a clairement un avantage concurrentiel entre les mains. Comment que tu arrives, tu es capable de prendre un produit comme ça puis le mettre
sur marché, OK? De le déployer sur le marché parce que j'imagine à un certain point, tu as besoin de fonds, tu as besoin d'argent. Comment vous y êtes pris au départ là, pour vraiment lancer le produit Emma puis faire en sorte que le maximum de gens qui ont besoin d'une assurance vie soient capables de vous connaître puis fassent affaire avec vous? C'est sûr que, tu sais, ça, nous, on est une direct-to-consumer business, hein. Fait que, D2C, ouais. faut qu'on bâtisse le brand, parce que si le brand n'est pas fort, puis les gens sont comme, c'est qui cette compagnie-là? Ben, ils vont pas nécessairement venir acheter avec nous. Puis dans une industrie comme l'assurance, le placement, tout ce qui est fintech, le trust, la confiance que les gens vont avoir est ultra important parce qu'au final, on gère quelque peu comme des sommes d'argent pour leurs enfants, leurs bénéficiaires tantôt. Fait que ça a été des réflexions qui ont fait, ça a commencé vraiment au départ, là, tout début, là, on était en comme 2015-2016 quand l'idée commençait à germer qu'on voulait une fintech. C'est là que nous, on s'est dit, bon, on regardait l'ensemble, l'inventaire dans l'industrie qui était très corporate, très masculin, un peu style boys club, là, avec des couleurs, on va dire, le genre dans le vert forêt, le bleu foncé. Fait qu'on s'est dit, on veut complètement se détacher de ça. Fait qu'au lieu d'avoir un brand que j'en nommerai pas, là, mais qui a un nom, on va dire, générique comme d'une institution, on s'est dit, on va lui donner une personnalité. Fait qu'on va appeler ça Emma, Antoine, Félix, peu importe. On va lui donner un nom, une personnalité. Mais on voulait tellement se distancer qu'on était là, hey, on y va couleur full pastel, puis on appelle ça Emma. Fait que on y va genre super simple, personnalité, c'est féminin, c'est pastel. Ça peut pas être plus à l'opposé du genre de brand qui se faisait dans l'industrie. Fait que ça, c'est là que la réflexion avait commencé au niveau de comment qu'on fait connaître ça. Parce que c'est une des choses qui revient souvent. Les gens qui ont visité notre site, qui ont parlé avec nous, qui ont vu autant les créatifs publicitaires qu'on fait que les interventions que les influenceurs, c'est aïe, vous êtes donc bien différents. Puis là, comme justement, là, dans pas long, là, peut-être que quand tu vas mettre le podcast en ligne, là, on a une influenceur qui, je couperai pas tout, là, mais qui est une chanteuse qui a fait une chanson pour Emma. Puis ça s'est fait super naturellement. Tu sais, elle connaissait le brand, elle était venue sur le site, on avait vu qu'elle était là, on a vu comme t'as quand même un following quand même, tu au-dessus de 50 000 followers, on était comme on pourrait peut-être faire une collaboration ensemble. Puis elle s'est dit, hey, vraiment, puis moi je pourrais écrire une tune sur vous autres, puis j'ai déjà des idées. Fait qu'on a fait, let's go for it, on le fait. Fait que c'est un peu comme ça qu'on a bâti le brand en étant très, très, très distinctif de ce qui se faisait dans le domaine. Mais après ça revient à c'est quoi les outils qu'on a pour justement promouvoir ce brand-là, qui est le SEO sur Google pour monter des moteurs de recherche organiques parce que coûte extrêmement cher faire de la publicité pour assurance. Là, c'est comme 15-20 $ en montant le clic. Mais là, Google est un peu cher, fait qu'on fait du SEO, mais ça, on sait que ça prend du temps, fait qu'on a besoin d'injecter comme de l'argent maintenant pour générer des polices puis avoir des use cases avec lesquels on peut améliorer la plateforme. C'est là que Facebook rentre en ligne de compte. Fait que Facebook, Instagram, on connaissait déjà ça. Avec N15, j'avais réussi à monter une clientèle avec ça aussi. Mais là, c'est une approche un peu différente, parce que c'est comme 100% en ligne, ça se fait dans le clavardage, fait qu'il fallait tester différentes avenues. Ça, le flow aussi, on l'a changé. C'est incalculable le nombre de fois qu'on a joué avec ça pour faire différents tests. Mais la publicité Facebook, là, et on a injecté, à un moment donné, c'était 95% de notre dollar marketing allait sur Facebook, Instagram, en publicité. Puis t'avais dit, parce que l'année dernière, on est allé sur une conférence, toi et moi ensemble, là, le sommet de la publicité Facebook qu'on avait fait à Montréal, puis t'avais dit aux gens qui étaient là que vous étiez en train de créer un écosystème publicitaire chez Emma, donc d'être, j'imagine, multi-channel, d'être sur plusieurs axes différents que vous êtes capable d'attaquer pour ne pas éventuellement être dépendant d'un seul média, hein, parce que c'est vrai qu'à un certain point, ta business ça sera pas facile nécessairement s'il y a tout le temps un seul média que tu vas faire de l'acquisition. Hein. Est-ce que tu peux nous parler de cette vision-là, cette intégration-là, d'avoir une approche où est-ce que tu crées un écosystème média? C'est venu du fait où l'assurance vie, c'est un produit qui est ultra émotif à acheter. Tu sais, les gens, quand ils sentent que peut-être que la vie est fragile. Puis là, je pense qu'en temps de COVID, tout le monde en prend conscience que c'est plus fragile qu'on le pense, puis autant financièrement qu'au niveau de la santé. Fait qu'on s'est dit, faut agir quand même assez rapidement. Mais peut-être que les gens, quand ça leur flash l'assurance vie, qui ont fait le premier clic sur la plateforme, mais qui ont dit, regarde, je pense à ça, peut-être qu'ils vont pas sur Facebook. Peut-être qu'ils vont aller sur Google. Peut-être que ça va être YouTube. Fait qu'il faut trouver un moyen de personnaliser au maximum l'expérience en fonction de la plateforme qui va consommer dans 1 heure, une journée, 3 jours, une semaine, 2 semaines plus tard. On n'a pas toutes les mêmes plateformes qui nous font convertir, on va dire, vers un produit. Tu sais, moi, c'est souvent Google. Là, quand je le revois sur Google, puis j'ai été ciblé dans mes recherches, c'est là souvent que je vais aller acheter. Ou si je me refais cibler, mettons, par Amazon sur Facebook en retargeting. Des fois, ça me fait convertir, mais YouTube, jamais le cas. Mais tu sais, on a toutes nos habitudes comme consommateurs. Fait que je dis, faut se bâtir quelque chose d'indépendant. Fait que j'ai appelé ça à l'interne le Emma Ads Engine. Fait que, tu sais, le genre de grosse machine de publicité de Emma. Puis pour faire ça, il a fallu qu'on bâtisse un entrepôt de données où on stocke
toutes nos données, on les rend anonymes le plus possible là, mais on les attache avec les différents pixels, justement, comme Facebook, Google Tag Manager, pour être capable d'aller recibler les gens dans la plateforme qui aiment consommer, mais avec une expérience personnalisée. Parce que si tu as regardé une assurance vie parce que tu voulais protéger tes enfants, ben, je vais te mettre un créatif publicitaire qui va te parler de ce message-là et non un créatif qui va te dire, bon, ben, surtout pour ton hypothèque, quand ben toi, tu n'en as pas de maison, puis tu ne regardes pas pour une hypothèque en ce moment. Fait comment qu'on personnalise ce message-là? Ben, fallait bâtir les données, les stocker, les organiser, faire les créatifs publicitaires en fonction de ça. Puis ça nous demandait de la technologie, comme tu sais, une qu'on utilise beaucoup, c'est Segment, que ça, c'est merveilleux pour justement gérer l'entrepôt de données, bâtir des audiences personnalisées, tu sais. Capable de bâtir une audience, bon, mais mes jeunes mamans qui ont une maison de 200 000 avec une hypothèque dessus, mais qui ont 2 enfants. Fait que là, ça va être une audience que je vais faire des créatifs juste pour eux. OK. Intéressant. Puis, tu m'avais pas dit à un certain point, à un moment donné, qu'il était en train de bâtir un blog indépendant, Emma, qui va vous accumuler des gens qui vont visiter ce blog-là à travers le temps, puis qui va travailler un peu avec Emma par la suite, parce que vous allez amener beaucoup de gens à consulter ces contenus-là, puis vous allez posséder littéralement cette plateforme-là, comme par la suite, pour aller, comme tu le disais, les recibler. Ben, ça l'a parti de cette idée-là. Finalement, on a décidé de tout intégrer ça avec Emma. OK. Tout est fait sur Emma, finalement. Exact. Ouais, ben, ça faisait partie des réflexions. Est-ce qu'on se bâtit différentes, on va dire, communautés, des blogs, des écosystèmes qu'on reconnecte vers Emma, vers la fin. Puis finalement, on s'est dit, notre brand est tellement bon. Puis en ayant fait différents tests, notre coût du clic est plus bas quand on utilise notre brand. À chaque fois qu'on concentre vers Emma, on a des meilleurs. Donc, on s'est dit, là, on va arrêter d'essayer d'être disparate, d'avoir trop une espèce de, on dirait un mastermind, là, qui essaie de tout contrôler, comment Internet se passe. On réussira jamais. Fait qu'on se dit, on met ça dans Emma, on bâtit du contenu de valeur en fonction de ce que les gens visitent. Fait que, on étudie beaucoup notre blog, notre communauté. Puis si les gens, bon, ben, aiment les articles qu'on écrit sur, je sais pas, on va dire, assurance temporaire pour les jeunes adultes, ben, on va écrire plus de contenu par rapport à ça. Puis vous avez tout centralisé au final, après avoir fait l'analyse. Puis tu as dit quelque chose un petit peu plus tôt pour accélérer votre croissance, littéralement, au départ. Toi, tu le dis, bâtir des plateformes SEO, donc faire en sorte qu'éventuellement, tu vas ranker sur certains mots-clés. C'est quelque chose de très, très fonctionnel, mais de très long terme. Donc, à un certain point, tu avais besoin d'investir au départ en publicité pour aller chercher la clientèle. La question que je te pose, quand tu as besoin d'accélérer comme ça, souvent, tu as besoin d'investissement. Tu as besoin de certains partenaires externes qui vont peut-être venir te donner un petit coup de main. Quelle est votre approche présentement par rapport au capital et risque? Est-ce que vous avez, tu le dis un petit peu plus tôt, vous avez des partenaires qui travaillent avec vous, mais à quel point vous avez intégré un petit peu ce modèle-là dans votre entreprise? Est-ce que vous êtes en train présentement, je fais un exemple, de planifier votre série A? Est-ce que vous êtes en train de regarder pour certaines dettes pour aller encore plus vite? C'est quoi votre vision? C'est quoi la dynamique de Emma par rapport à l'investissement externe? Tu sais, pour aller chercher un peu si on reprend le concept là, du podcast, l'hypercroissance, moi je pense qu'il y a deux façons vraiment de générer ça. C'est bon, ben, plus d'investissement, t'investis dans les médias, puis il y a la créativité, mais ça, c'est un peu, ça revient à bootstrap ta business, puis essayer d'être créatif, puis amener des gens sur la plateforme. Puis au niveau du SEO, tu sais, on a lancé un registre de prénoms pour bébé le temps d'un week-end avec mon frère, parce qu'on a comme codé ça, puis on a scrapé plein de données sur le web pour essayer de le bâtir le plus rapidement possible. Puis là, tu sais, on est rendu premier sur Google au Québec pour quand tu tapes prénom, là, normalement, on devrait être premier. Si on l'est pas, ben écrivez-moi, puis je vais essayer de régler la situation le plus vite possible. Mais c'est un peu comme ça que c'est parti au niveau du bootstrap. Mais à un moment donné, tu peux pas juste faire ça. Tu as besoin de plus d'argent, surtout dans une industrie comme la mienne, que bon, ben, coûte cher d'avocat, ça coûte cher de réglementation, de permis, tout est complexe. Je veux mettre un nouvel agent dans la plateforme, ben, c'est 2-3 mois de formation. Fait que je peux pas non plus absorber 2-3 mois un employé qui il peut pas être productif pour ma business parce que il y a pas tous les permis, puis il y a pas tout seté pour que ça fonctionne bien. Fait que c'est là qu'il y a le capital de risque en tant que de compte. Fait qu'on a fait une ronde de financement avec des safes. Fait que c'est un instrument financier qui existe. Là. Vous pouvez faire une recherche sur Internet. Fait que ça revient un peu comme à lever de l'argent sans émettre les actions maintenant, mais je te garantis que je vais t'émettre les actions en prochaine ronde. Donc, ça permet de réduire les frais d'avocat de peut-être 25-50 000 à comme 2-3 000. Fait que parce que, bon, l'argent mis en avocat, c'est pas de l'argent que tu mets dans ta croissance, justement. Fait que ça, c'est une première ronde qu'on a fait. Avec ça, on a réussi à lever 1,5 million et plus. On a réussi aussi à faire des prêts avec la BDC pour la croissance. Mais là, tranquillement, ce qu'on est en train de préparer avec notre expansion canadienne, parce que là, on ouvre toutes les autres provinces, l'Ontario est ouverte, le BC va s'ouvrir dans pas long, puis dans comme 30, 60 jours, on risque d'être en canadien. Ben, une fois que ça c'est fait, je veux pas que ça prenne
200-300 bâtir le brand dans les autres provinces, je veux qu'il aille plus vite parce que ce qu'on fait, la réponse à la question de est-ce que ta business va réussir, ben, devient de plus en plus claire. Mais plus c'est clair, ben plus j'ai envie d'investir de l'argent parce que je sais que je vais avoir un meilleur retour sur mon investissement. Tu as un enjeu de vitesse 100%. parce que toi, puis corrige-moi si je me trompe, mais tu es dans une industrie qu'habituellement, ton assurance vie, tu ne change pas tous les mois. Hein? C'est quand même quelque chose qui va durer sur un certain temps. Donc, dans un contexte où est-ce que quand tu prends l'assurance vie, tu vas la garder pour très longtemps, il y a un marché que si ton compétiteur va prendre, tu ne pourras pas le reprendre. Là. Le marché n'existe plus. Donc, tu as un enjeu de marché qu'il faut que tu ailles prendre le plus rapidement possible. Ah, puis les gens, on va dire, dans leur mentalité aussi, sont comme, bon, hey, j'ai acheté mon assurance vie, c'est réglé dans ma tête, par moi en plus, je veux même plus voir les publicités par rapport à ça. Puis c'est normal, je les comprends. Je suis pareil, moi aussi, dans des produits que tu achètes 1 à 2, 3 fois dans ta vie, là, une fois qu'il est fait, c'est réglé. Ce qui arrive, c'est que, bon, ben, nous, on cible une clientèle qui est relativement jeune. Fait que, le 20 à 40 ans, là, le milléniaux, la jeune famille, quand c'est ton premier enfant, quand tu es enceinte du premier, ainsi de suite. Ça, c'est la clientèle que nous, on vise. Mais, tu sais, en ce moment, on a une solution qui se démarque dans le marché par sa vitesse, par sa simplicité, par son approche aussi. On est on a un des seuls produits qui est non discriminant pour la femme enceinte. Ce qui veut dire qu'une femme enceinte, elle prend du poids, le diabète de grossesse, dépression postpartum après l'accouchement, ben, des fois, elle va être différée ou même refusée par une compagnie d'assurance. Ce qui, pour nous, faisait un non-sens complet pour, je veux dire, c'est pas un problème de santé, être enceinte, là. Je veux dire, c'est beau, là. Je veux dire, tu crées la vie, là. C'est pas négatif. Mais c'était traité un peu de cette façon-là dans l'industrie parce qu'il y avait un peu un manque de connexion avec le consommateur. Fait que c'est là que nous, on le fait, ça marche bien, puis les gens, ils nous aiment. Les compagnies d'assurance, eux, ils voient ça, là. Fait qu'ils sont comme, demain matin, copier Emma avec l'argent qu'eux, ils ont, ça se fait. C'est pas impossible. Fait que c'est là qu'il faut avoir justement une ronde de financement pour dire, bon, ben, on va aller s'implanter dans le marché. Puis là, ben, les gens vont dire, bon, ben, il y a Emma et les autres compagnies d'assurance. Mais là, en ce moment, Emma est inexistant pour une bonne portion du Canada. Fait que c'est comment qu'on peut bâtir ce brand-là rapidement. Puis c'est là que le VC, comme tu disais, rentre en ligne de compte. Fait qu'on est en discussion avec différents groupes pour justement faire une ronde. Là, nos réflexions, c'est, bon, ben, financièrement, on n'a pas nécessairement besoin de lever de l'argent là parce qu'on est un peu break-even en ce moment. Mais est-ce que on lève 1 million, 2 millions, 5 millions? Combien d'argent on lève? À quel point on la scale, la business? On fait-tu un 100% du VC? On y va-tu avec un prêt? Quel type de VC? Parce qu'il y a des VC qui sont là pour le long run puis ils ne voudront jamais sortir. Il y en a qui veulent t'amener public. Il y en a qui veulent t'amener à la prochaine ronde le plus rapidement possible. Fait qu'il y a tout ça qu'on est en train de regarder en ce moment pour trouver le bon fit. Je fais une petite parenthèse sur le podcast en cours afin de vous remercier tous et chacun qui nous écoutent. Vous êtes des milliers chaque mois à écouter Hypercroissance et ça me touche du fond du cœur. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agagne@j7media.com, donc AGAGNE @J, le chiffre 7, média au singulier.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. De retour à l'épisode en cours. Là, présentement, de ce que tu disais, tu es à peu près à 30% de dette que tu es allé chercher avec la BDC, puis 60-70% de l'autre argent que tu as levé, c'est en équité, c'est ça? Yes. Okay. Puis, moi, je suis curieux, parlant un petit peu de VC, là, de Venture Capitalist. Qu'est-ce qu'ils regardent spécifiquement, eux, présentement, dans une entreprise comme la tienne? Est-ce que c'est davantage, comme tu l'as dit un petit peu, le fait que vous êtes un petit peu disruptif, vous arrivez avec une approche différente, un brand différent, une manière d'acquérir vos clients différemment? Est-ce que c'est ça qui les intéresse? Est-ce que c'est davantage les revenus? Est-ce que c'est davantage le potentiel, la part de marché qui pourrait être allé chercher, parce que ces gens-là sont juste tannés d'être au téléphone avec 6 courtiers différents qui leur font 8 pitchs, puis finalement, ça prend 3 mois avant d'avoir ton assurance vie. Elle est où la valeur spécifique que ces investisseurs externes-là voient présentement avec votre organisation? Je te dirais, là, quand on essaie de se positionner juste avec un funnel d'acquisition qui était plus performant avec différents angles de publicité, comme justement publicité Facebook, chose que les compagnies font pas vraiment, puis je me surprends toujours de voir ça. Ça pognait pas beaucoup avec les VC. Ils étaient comme, OK, mais ça, c'est facile à copier. Fait que là, ils cherchaient tout le temps comme, c'est quoi l'élément distinctif de ça? Fait que là, c'est comment tu bâtis ton équipe au final. Parce que si tu as des gens éclectiques, tu sais, mettons comme nous, notre CTO, il a une maîtrise en psychologie.
Fait que, tu sais, on a des gens spéciaux. Tu sais, moi, je planifie, mais j'aime la techno. Mon frère, il avait une agence marketing aussi dans laquelle je suis rendu dans cette agence marketing-là aussi. On en a un qui était planif, mais a fait une maîtrise en technologie. Fait que, tu sais, on a tous des gens qui ont eu différents champs d'intérêt. Fait que des gens ultra curieux, ultra créatifs. Fait que c'est là que, justement, comme le registre de prénoms, ça les a tout allumés. Là, les yeux, là, deviennent ronds, puis sont comme, hey, vous autres, vous êtes différents. Parce que vous avez des idées qui sortent du lot, puis vous êtes en mesure de les exécuter. Parce que t'as bien beau être le plus créatif, là, t'es un Van Gogh, là, tu fais toutes tes affaires, mais tes tableaux se vendent juste quand tu meurs. C'est pas ça qu'ils veulent, hein. Eux autres, ils veulent que ça rentabilise maintenant. Fait que comment t'es en mesure d'exécuter ça pour aller chercher des gains? Quand on a commencé à présenter ça, là, ça les a plus intéressés. Parce qu'en fait, OK, bon, vous êtes différents, vous avez une différente approche, puis c'est autant comme le SEO, mais là, on n'arrête pas de monter. Tu sais, là, on va bientôt tomber sur la première page Google pour Assurance Vie. Ça a l'air niaiseux, mais c'est ultra compétitif comme niche. Puis, mais il a fallu qu'on utilise des tactiques différentes des autres, puis être ultra créatif dans notre façon d'aller monter dans l'algorithme de Google pour que une monte justement dans les recherches. Mais ça, tu sais, là, comme là, récemment, on a dépassé Desjardins. Ben, dépasser Desjardins, c'est un statement un peu dans notre industrie au Québec. Fait que là, les VC voient ça, ils vont comme, OK, bon, ben, vous êtes quand même capable de le faire, là, parce que eux, ils ont des méga départements marketing, puis ils ont réussi à le faire mieux qu'eux, puis de les battre sur leur propre jeu. Ça fait 1 an qu'on est premier pour Assurance Vie en ligne sur Google. Ben, c'est tous ces éléments-là, quand on les a mis en place, ils ont fait, OK, bon, mais vous êtes en mesure d'exécuter, puis vous êtes possiblement la bonne équipe, parce que la techno en soi, puis qu'est-ce qu'on fait, quelqu'un avec bien de l'argent, il peut le faire. Copier, c'est ça. C'est juste qu'eux, ils ont 5 millions à spend, puis ils le mettent avec qui? Ils le mettent avec nous parce qu'on n'est pas les seuls. Il y en a différents joueurs qui travaillent là-dessus. Est-ce que je le mets dans Emma ou je le mets dans un autre? C'est qui va me donner le plus gros retour sur mon investissement? C'est un peu ça qu'il va leur démontrer, mais tu leur démontres pas en leur disant juste des trucs, on dirait, génériques, de genre, je mets de la publicité, j'ai un retour d'investissement de temps. Faut que tu ailles un petit peu plus loin que ça, parce que ça, tout le monde leur dit ça. OK. Fait qu'en gros, eux autres, ce qu'ils viennent surtout chercher avec vous, c'est un growth engine, là. Ce qu'ils voient, c'est une équipe qui est capable d'amener et de pousser de la croissance rapidement. C'est ça qu'ils ont été capables de voir dans votre organisation. Exact. Puis au début, il était super franc avec nous. Il était comme, bon, c'est un peu votre première business techno, votre première, comment dire, venture que vous lancez. Ben, on va pas investir dans vous autres. On va vous laisser rusher un peu. Puis aujourd'hui, je comprends. Au début, là, c'était frustrant. Là. J'étais comme, mais non, hey, on a une bonne idée, on est bon, on est créatif, on va vous le montrer. Mais là, ils disent, non, t'es pas encore prêt, t'as plein de choses, t'as des erreurs à faire. Fais tes erreurs avec des 100 000, fais-les pas avec des millions, tu sais, parce que c'est tout le temps ça. En plus, t'as de l'argent, tu vas juste rentrer dans le mur plus vite puis plus fort. Exact. Fait que là, ils nous ont laissé nous planter, faire nos erreurs. Et aujourd'hui, je comprends ça. Il y a des erreurs qu'on a faites des fois dans les premières embauches, comment que notre processus n'était pas structuré, puis là, ben, on met en place des processus. Puis comment on prend nos décisions maintenant, c'est beaucoup plus basé sur une approche scientifique. T'sais. On émet des hypothèses, on va les tester, on ajuste constamment. Ben ça, c'est le genre de choses que eux ils aiment aussi. Parce que si tu leur montres que t'es juste un genre de one-hit wonder, là, t'as comme écrit une bonne tune, puis ça va peut-être bien marcher. Ils font comme t'as peut-être juste été chanceux, comme t'es peut-être un génie, mais on aimerait ça avoir de quoi pour backer ça. Là. OK. Intéressant. Puis, je suis curieux un peu, je vais te parler des questions au niveau de l'implantation, du déploiement de toute cette assurance vie en ligne, là, parce que tu l'as dit préalablement dans le podcast, présentement, le commun des mortels qui veut acheter une assurance vie en ligne doit parler ultimement avec un agent avant de faire l'achat. C'est la loi, c'est comme ça que ça fonctionne. Première question que je te pose. Dans un contexte où est-ce que tu voudrais amener ton entreprise 10 fois plus grande, OK? Donc, est-ce que tu penses qu'à un certain point, ton ratio de gens internes, d'agents internes va suivre cette même tangente-là ou éventuellement, tu penses que les lois vont peut-être changer? Tu penses qu'à un certain point, les gens vont peut-être pouvoir acheter des assurances vie en ligne directement? C'est quoi ta vision par rapport à ça? Ben, c'est sûr que, tu sais, bon, est-ce que la loi va changer? Puis si la loi change, est-ce que moi, je change mon modèle pour vendre en ligne sans agent? Tu sais, au Québec, il y a une nouvelle loi qui est sortie que techniquement, je pourrais le faire. Mais c'est pas une tangente qu'on fait parce que nous, on a décidé que c'était trop chargé émotionnellement. Tu as besoin de quelqu'un pour te rassurer dans la transaction. L'espèce de dissonance cognitive que tu entends parler quand tu fais des cours de vente ou de marketing qui fait que les gens changent d'idée puis cancellent leur achat. Ben, nous, il faut trouver un moyen d'adresser ça. Puis l'humain est un peu un des meilleurs outils. Mais comment je donne des outils à cet humain-là pour le faire? Ben, avec la plateforme Emma, tu sais, tout ce que le client voit pas, c'est tous les outils qu'on a montés pour les agents. Ben, moi, j'ai un agent qui a déjà fait une journée qui est en mesure d'aider 15 clients à acheter leur police. Ben, normalement, au Canada, quelqu'un qui va faire une centaine de polices dans l'année, c'est un méchant bon vendeur. OK.
Ben, tu sais, Wow. moi, si j'ai quelqu'un qui une journée en fait 15, qu'une semaine, sa meilleure semaine, elle a fait 42 polices, je veux dire, ça change la dynamique complètement. Fait que nous, le métrique qu'on est allé chercher, c'est on prend des agents, mais on va juste les rendre un peu genre de Robocop. Là. Tu sais, on va leur mettre un paquet d'outils techno pour qu'ils soient plus efficaces. Puis si on regarde de gérer plusieurs chats, plusieurs clients en même temps pour justement être plus efficace. Fait qu'est-ce que, à mesure que les ventes vont augmenter, l'équipe va grandir? Probablement. Puis en même temps, comme je dis à toutes les VC ou les compagnies d'assurance, ça fait mon équipe de service à la clientèle en même temps. Parce que quand j'ai quelqu'un Ah, OK. qui a une question, un jour, il faudrait que je me bâtisse le service à la clientèle. Là, c'est juste qu'ils font des ventes en même temps que service à la clientèle. Est-ce qu'ils sont à l'interne ou vous avez des agents indépendants? On a essayé les deux. Finalement, 100% à l'interne. Il y a comme c'est plus facile d'avoir un contrôle sur l'expérience. Puis en étant justement une B2C, plus facile d'être à l'interne. Tu veux contrôler l'expérience, tu veux que les valeurs que le brand projette soient reflétées dans l'expérience que le client y vit. Puis avec des externes, ben, c'est plus dur d'aller contrôler ça parce que souvent il y a ces autres business, il y a ces autres affaires à côté. Fait que c'est là qu'on a décidé d'y aller 100% à l'interne. Intéressant. Très Fait que les gens intéressant. sont à salaire aussi. Fait qu'il y a pas de, il y a pas de commission. Fait qu'il y a pas de billet dans la transaction de, faut que tu achètes absolument une police. Moi, à la fin, mon agente, elle va gagner le même prix, qu'il y a une vente, qu'il n'y en ait pas, puis elle a un bon salaire parce que c'est un domaine qui est extrêmement difficile aussi, là, pour bien gagner sa vie, là. Il y en a beaucoup qui font 10 000 par année, comme il y en a qui vont faire 300 000 400 000 par année. Mais la moyenne est autour de 40 000. Nous, on paye un salaire annuel qui est plus intéressant que 40 000 en plus. Fait qu'ils gagnent un meilleur salaire moyen que la moyenne de l'industrie. Puis en même temps, ben, il n'y a pas de billets dans la transaction, puis eux sont payés à jaser avec les gens puis leur offrir un bon service. Puis le lead est rentrant. C'est pas eux qui vont prendre le téléphone puis qui vont le call caller, là. C'est ça, exact. Ça, c'est la machine marketing qui est derrière ça. Puis c'est là qui est intéressant aussi pour eux parce que demain matin, je pense que n'importe quel jeune, je veux dire jeune, là, mais tu sais, personne de 30 ans et moins que c'est sa première vraie job, puis on lui dit, hey, voici une liste de téléphone, passe dedans, have fun. Sérieux, il y a des choses plus intéressantes pour motiver les gens aujourd'hui, là. Puis je pense qu'on est plus exigeant, puis avec raison. Je pense qu'il y a peut-être d'autres générations qui ont accepté des choses qui auraient peut-être pas dû accepter en termes de conditions de travail. Fait qu'aujourd'hui, on est plus exigeant, on en veut plus. Mais en même temps, quand les performances sont là, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Puis, tu sais, ce qui est intéressant également, c'est qu'en gardant tout ce staff-là à l'interne, au lieu d'avoir des agents indépendants à l'externe, c'est que ça protège ton brand. Tu es capable d'avoir une mainmise sur une manière que, j'imagine, un de tes employés va adresser un client, va adresser un prospect. Vous allez sûrement avoir une certaine méthodologie pour poser X, Y, Z questions, chose que tu n'aurais pas nécessairement si c'est un agent indépendant qui est uniquement payé à la commission. Exact. Ouais, c'est ça, ça change tout, là. Puis pour bâtir le brand, tu sais, nous, on est je pense qu'on a une génération de clavardage, là, tu sais. On a à peu près la même âge, Antoine, mais tu sais, on chatte avec les gens, on envoie des emojis, on veut même envoyer un GIF. Des fois, quand on est vraiment surpris de quelque chose, ben, c'est tous des outils que nous, on intègre dans la plateforme Emma. Ouais. Tu sais, c'est même arrivé qu'une famille, à un moment donné, nous a envoyé sa photo de famille. Fait que Ah c'était la ouais. maman avec tous ses enfants, nous a envoyé ça dans le chat. Hey, c'est pour eux que je fais ça. Ben, ça, c'est le genre de relation que nous, on veut bâtir, mais t'as pas ça puis je veux pas dénigrer personne dans l'industrie, mais il y en a qui bloquent des chatbots, parce que c'est des messages un peu stupides, un peu génériques, qui fait qu'à un moment donné, ben, les gens sont comme, il y a pas de connexion, il y a pas d'humain, puis il y a pas d'émotion échangée. Ouais. Puis au final, il y a une chose qui va tout le temps être vraie, là, t'aimes toujours plus faire affaire avec des amis qu'avec un étranger ou une machine. Fait que ça, je pense pas que ça va changer. Fait que même si, pour répondre à ton autre question, même si la loi change, est-ce qu'on enlève l'humain de la transaction? À date, il est trop important pour le brand. Pas sur une l'humain. perspective de 5-10 ans, mettons, là. C'est ça. OK. Puis parle-moi un petit peu de ça. Le futur, ça ressemble à quoi? T'en as parlé brièvement. Expansion pan-canadienne. Bon, j'imagine que ça va amener certains enjeux. Tu le dis, ronde de financement au rendez-vous. Si tu nous donnes un peu un échéancier, on enregistre le podcast aujourd'hui, 17 août 2020. À quoi que ressemble la fin d'année pour Emma? Puis à quoi que tu penses va ressembler un petit peu 2021? Et peut-être je mettrai un petit astérisque. Parle-nous un petit peu si le COVID a eu un impact positif ou négatif pour votre business. Mettons qu'on parle là, tu sais, pour l'année 2020, là, vraiment où on se concentre, c'est être partout au Canada. Fait que, tu sais, OK. on travaille beaucoup avec les avocats pour aller chercher tous les permis nécessaires. Puis c'est ultra complexe comme processus. Il y en a pas beaucoup au Canada qui ont réussi à faire ça, là, des cabinets pan-canadiens. Je comprends les raisons maintenant que je suis dedans, là, je les comprends. Là. Fait qu'on focus beaucoup sur ça. Bon, là, on veut aussi augmenter le nombre de personnes qu'on va chercher parce qu'on va avoir un certain succès dans ces différentes provinces-là qu'on ouvre. Tu sais, on fait pas ça pour juste pour le plaisir de dire qu'on n'est pas en Canadien, on veut que ça marche. Bon, là, on a lancé notre premier produit, on va dire, mieux adapté pour la technologie en ligne, le mobile, en mars 2020.
Là, on va lancer notre deuxième produit en octobre, qui est un produit d'assurance vie permanent. Là, en ce moment, c'est un temporaire. Fait que là, on va intégrer l'assurance vie permanente dans la plateforme. Puis, on a aussi un produit d'assurance vie pour enfants qui Oh, devrait, si tout est beau, là, on attend des nouvelles d'ici fin août, se déployer là, dans le coin de novembre, décembre, si tout va bien. Sinon, ça va être en début de l'année. Fait que ça va être assez game changer comme produit pour les enfants, parce qu'on vient adresser une portion du segment canadien que les conseillers s'intéressent pas parce que le volume de primes de business est trop petit OK. pour aller s'y intéresser, mais pour des jeunes familles, c'est une assurance vie, là, on cible là, 1 $ par mois. Fait que là, je touche du bois si on va être capable de le faire, là, mais 1 $ par mois, puis ton enfant, il a une assurance vie pour le protéger en cas de décès parce que malheureusement, ça arrive. C'est juste que les gens planifient pas nécessairement pour ça, mais quand ça arrive, c'est le fun d'avoir un petit montant pour être capable de prendre un congé de la job là, parce que c'est sûrement le plus gros deuil qu'un parent peut vivre, c'est bien la perte d'un enfant. Fait que c'est un peu pour ça qu'on a créé ce produit-là, mais 1 $ par mois, tu comprends qu'il n'y a pas d'agent qui vendent ça. Là. C'est pas assez payant de faire un téléphone 3 rencontres pour vendre de quoi que tu vas faire peut-être 12 pièces dessus. Là. Ça fait comme pas Ouais. vraiment de sens. Fait que ça, bon, ben, 2020. 2021, là, on scale au Canada, ça, c'est sûr. Fait qu'on augmente notre budget marketing. C'est là qu'on a besoin de la ronde de financement. Beaucoup de travail qu'on développe aussi avec les influenceurs, des collaborations à long terme avec eux aussi. Fait que si jamais des gens qui ont influenceurs, autant finance que famille, contactez-moi. Là, on a de quoi d'intéressant pour vous. Par contre, est-ce que est-ce que 2022 va être assez différent? C'est là qu'on évalue. Bon, on va-tu vers les États-Unis? Mhm. C'est vers là qu'on va. Est-ce qu'on y va les États-Unis au complet? Juste certains États spécifiques? Parce qu'aux États-Unis, c'est une réglementation différente par État. Est-ce qu'on va vers l'Europe? En février dernier, j'étais à Munich pour rencontrer un groupe européen pour voir est-ce que on s'est jasé sur LinkedIn. Puis j'ai dit c'est bon, je book un vol, je m'en vais à Munich te voir. Fait qu'on s'est fait un meeting savoir est-ce que le marché allemand peut être un marché qui est intéressant pour Emma. C'est des choses qu'on regarde parce que ce qu'on fait est assez unique dans le monde aussi. Fait que là, on est en évaluation pour plus que 2021. On fait quoi là? Intéressant. Puis je suis curieux, tu faisais mention que vous créez vos propres produits. Au-delà de l'avantage économique, parce que j'imagine à un certain point, à avoir des propres produits, vous allez avoir une marge bénéficiaire plus élevée. Bref, il doit y avoir plusieurs avantages économiques Ouais. de créer les propres produits. Autre que l'avantage économique, est-ce qu'il y a d'autres avantages que vous voyez d'avoir vos propres produits que vous pouvez vendre à votre clientèle? Ben, premier avantage, nous, qu'on regarde tout le temps, c'est est-ce que le client gagne? OK. Parce que si le client ne gagne pas, puis c'est juste avantageux économiquement pour nous, souvent il va pas. Parce que ça rajoute de la complexité dans le processus, puis c'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut. Là, en ce moment, ce qu'on veut, c'est bâtir de la valeur pour les consommateurs, pour les familles canadiennes. C'est vraiment Je ça notre comprends. objectif. Par contre, dans les autres avantages, c'est sûr que c'est plus simple à gérer. Tu sais, on a nos propres produits, puis comment que les compagnies d'assurance ont créé leur plateforme en ligne malheureusement sont à l'écoute. Là, il y a des grosses lacunes dans comment qu'on comprend un processus numérique, puis comment qu'un achat est fait en ligne. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est plus simple de le monter nous-mêmes que s'adapter à leur technologie à eux. Fait que là, ça, c'est un des autres avantages pour simplifier la gestion. Puis après ça, c'est tout au niveau de comment je pourrais dire ça, de l'expérience agent. C'est beaucoup plus le fun de travailler chez Emma que de travailler avec une OK. autre compagnie d'assurance. Fait que ça, c'est peut-être les 3 gros avantages qu'on voit, mais au final, ça reste tout le temps. Est-ce que le consommateur, ça va y prendre moins de temps? Ça peut-il coûter moins cher? Est-ce que l'expérience est plus agréable? Si ça s'est rencontré, normalement, le reste suit bien. Intéressant. Dernière question que je te pose avant de te laisser filer, des questions plus personnelles. Je voudrais savoir, souvent les gens que j'ai interviewés sur le podcast, ils ont des routines spécifiques avant de commencer à travailler ou après avoir travaillé ou même pendant le travail. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as des routines que tu mets à ton horaire avant de travailler? En fait, c'est drôle que tu me poses cette question-là. J'étais justement en réflexion en fin de semaine par rapport à ça. Parce que, tu sais, la business, moi, c'est ma 3e entreprise. Là, fait que en 5-6 ans, 3 entreprises, c'est du stock. Là. Fait que puis je suis un sportif là, à base. Là, tu sais, je joue au basket super longtemps. La chose que j'ai délaissée, c'est la santé, les bonnes habitudes de vie, bien manger. À un moment donné, c'est comme hey, le resto, c'est vraiment simple, c'est vraiment facile. Fait que tu commandes plus de bouffe, mais ainsi de suite. Fait que là, j'étais justement en train de justement faire du shopping, genre m'acheter un tapis de yoga, en train d'intégrer d'autres choses dans ma routine. Je recommence à lire, mais pas juste des livres à business, c'est comment me faire décrocher aussi. Fait que je commence à Mhm. lire des romans, essayer de reprendre un équilibre de vie. Parce qu'à un moment donné, ben,
pas que tu arrives au bout du rouleau, mais tu arrives à une étape où tu as de la fatigue accumulée. Puis quand vient le temps de dire, ben là, il faut que je me concentre sur une tâche, c'est de plus en plus difficile. Ben Fait oui. que c'est là que je suis en train de réintégrer ça. Fait que ce que je veux faire, c'est comme starter ma journée avec du yoga parce que j'ai toujours été un sportif, mais un sportif avec beaucoup de problèmes de souplesse. Fait que ça me crée plein de blessures. Fait que ça, je veux comme commencer à régler ça. En ce moment, j'ai mal au dos, mais c'est niaiseux, si je serais plus souple, j'aurais pas mal au dos parce que j'aurais pas fait ce move-là un peu de croche. Fait que c'est un peu ça que je veux intégrer. Puis ça, l'entraînement physique, le ramener dans mes habitudes. Puis comme je disais, lire des livres, mais pas juste sa business. Les podcasts, gros fan de ça. De tout ce qui est transport en commun, marche, plug un podcast, puis tu sais, Hypercroissance, je l'écoutais parce que ce qui m'intéresse aussi de plus en plus, c'est pas nécessairement ce qu'un gros entrepreneur américain fait, autant dans son livre que dans son podcast, c'est le monde d'ici, là. Ils font quoi? Parce que c'est notre réalité de marché à nous. Ben oui. Tu sais, un consommateur québécois et un consommateur de la Floride, c'est deux personnes complètement différentes. La façon de faire de la business ici est totalement différente de Toronto. Tu sais, Toronto, là, c'est business first, puis si on fait bien de l'argent ensemble, peut-être qu'on deviendra des amis. Effectivement. Au Québec, là, c'est comme, hey, on a l'air de bien s'entendre, j'aime ton projet, on essaie d'avoir du fun ensemble, si on fait de l'argent along the way, c'est bien parfait, puis tout le monde va être content. Mais ça, c'est de bien comprendre ça, puis n'importe quel entrepreneur québécois, comprenez l'environnement dans lequel on vit, c'est peut-être une des choses, un des meilleurs conseils que je pense que je pourrais donner, c'est, pense pas que ce qui se fait aux États-Unis va s'appliquer ici. Le monde sont C'est fou. différents. C'est fou. On travaille beaucoup avec des clients américains. Puis on a fondé la business au Québec, donc on a beaucoup de clients québécois, surtout à la base. Et la différence de dynamique est impressionnante. Puis je suis pas en train de dire qu'un est meilleur que l'autre, mais c'est juste complètement différent dans le sens que une relation que tu vas développer avec un partenaire américain est une relation en mode A, B, C, D, E, F, là, transactionnel. Puis quand tout ça se passe bien, mais peut-être le point Z, ça va être on va peut-être avoir un partenaire, tu sais, on va peut-être avoir une relation un petit peu plus long terme, un petit peu plus amicale. Mais tu sais, fais en sorte que au niveau transactionnel, au niveau investissement, au niveau retour sur investissement, c'est fonctionnel. Et comme tu l'as dit, je trouve qu'au Québec, on est n'importe quel businesswoman ou businessman veut des résultats. On s'entend, on veut tout un impact financier sur notre business, mais on est plus ouvert. On est plus ouvert au volet relationnel. Et ça, j'imagine peut-être c'est dans nos gènes, mais c'est impressionnant. Puis je pense que tu le dis, si tu veux arriver puis faire de la business aux States ou être aux States puis faire de la business au Québec, pense pas que c'est la même chose. Tu sais, il y a un excellent livre qui avait été écrit là-dessus, je pense que c'était le cas de Québec, qui montrait comment des organisations comme Showbase ont voulu s'implanter au Québec puis qui n'étaient pas capables. Donc, ils ont créé le brand IGA. Puis là, par la suite, ça a bien fonctionné parce que ça parlait plus aux Québécois. Puis que le brand Showbase parlait pas aux Québécois, mais parlait au reste du Canada. Il y a une très, très grosse distinction entre faire des affaires au Québec et faire des affaires avec nos voisins du Sud, là. C'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit, puis c'est super important à comprendre. Tu reprends IGA, mais pense juste à IGA, comment ils véhiculent leur brand, c'est la relation avec le boucher. Tu vois les pubs à TV, c'est un peu ça qu'ils veulent vendre. Les États-Unis, là, c'est transactionnel, puis c'est correct. S'ils font de l'argent, ben là, ils vont peut-être vouloir développer d'autres choses avec toi, mais sinon, c'est transactionnel, puis c'est bien correct. Ça va plus vite, je trouve, aux États-Unis, Canada, anglais. J'ai aussi des clients dans d'autres business, justement, que on a des clients ailleurs, puis ça va vraiment plus rapidement. Puis quand le fit est là, financier, ça close, puis il va rester ton client, puis ça devrait pas être trop compliqué. Tandis qu'au Québec, des fois, même si ça va bien financièrement, parce que son chum, c'est parti d'une affaire qui est similaire à toi, il va lui donner sa chance, puis c'est bien correct. Mais c'est de comprendre cette dynamique-là, c'est ultra important. 100%. C'est tellement, tellement différent, puis c'est bien dit. Hey Félix, merci énormément d'avoir été sur le podcast aujourd'hui. Puis je pense que tu as un produit qui s'applique pour la majeure partie de la population. Donc, si on veut en apprendre plus, j'imagine, on va sur le site web directement. C'est-tu un petit peu la procédure la plus simple à faire pour avoir une assurance vie avec Emma? C'est le plus simple, là, emma.ca. Sinon, sur Instagram, on est de plus en plus présent aussi. Fait que vous nous envoyer un DM, là, on a une personne qui gère ça day to day. Là, fait que n'importe quel réseau social, mais le plus simple, emma.ca, c'est 5-4lettres.ca, ça se fait bien. Bon, ben merveilleux. Merci beaucoup, Félix. Puis pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. J'espère que le 40e épisode d'Hypercroissance vous a aidé à en apprendre davantage sur la dynamique qui peut régner dans une startup FinTech. En analysant précisément Emma, on peut vite se rendre compte que leur succès est loin d'être volé. Leur stratégie créative afin de construire un écosystème marketing autour de leur brand leur offre clairement un avantage concurrentiel. J'adore le fait qu'ils aient mis le marketing comme priorité dans toutes leurs initiatives dans une industrie où très souvent leurs concurrents vont avoir une image très corporative et peu humaine.
Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agagne@j7media.com. Donc AGAGNE @J le chiffre 7 média au singulier.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. Je termine en vous invitant à nous donner une note de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vos commentaires sont également très appréciés. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.